outro fator é entender very much country. Toda experiência esta terra. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Antoine Delaporte, bonjour. Bonjour Alexandre. Tu es expert de l'Espagne et associé à la Fondation Jean Jaurès. On a déjà fait ensemble, tu as déjà fait pour nous et nous avons fait ensemble via la vidéo pas mal de chroniques. Tu es donc notre chroniqueur Espagne. Antoine, première question un peu suite au congrès du PSOE à Valence. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'orientation idéologique choisie par le PSOE, le rôle de Sanchez maintenant et ce qu'il en est du renouvellement des cadres territoriaux du PSOE? Oui, alors effectivement, donc c'était au mois d'octobre que le PSOE a tenu son 40e congrès, le 40e congrès de son histoire à Valence. Pas oublier que le PSOE, très rapidement, c'est juste l'un des plus vieux partis espagnols puisqu'il a été créé à la fin du 19e siècle. Et c'est l'un des rares partis qui a survécu notamment à la période de la Deuxième République, de la guerre civile et du franquisme. Ce congrès, d'un point de vue idéologique, il a été assez intéressant dans le sens où ça a été une véritable ode à la social-démocratie et à la revendication des valeurs social-démocrates. Sanchez a fait l'exégèse de sa gestion de la crise économique générée par la pandémie, et il en a du coup profité pour faire réaffirmer par le PSOE son attachement aux valeurs propres de la social-démocratie, notamment le rôle majeur de la puissance publique et du service public. On peut noter quand même une forme d'amnésie volontaire dans le sens où il a beaucoup tapé sur la réponse du Parti populaire à la crise économique de 2008, oubliant volontairement au passage que les premières mesures d'austérité, elles sont prises par Zapatero en 2009, 2010 et 2011. Donc il y a eu une petit oubli de ce côté, mais on va dire que c'est de bonne guerre dans cette situation. Et surtout, voilà, il y a une vraie réaffirmation du parti comme celui défendant la dignité du travail, comme défendant les libertés publiques, défendant le dialogue social, les pensions dignes, etc. Donc vraiment la sécurité sociale, la protection contre le chômage, vraiment une revendication des valeurs social-démocrates, avec une mise à jour du logiciel sur 2 points majeurs. D'abord la question écologique. On a un parti qui est aujourd'hui ancré dans un mouvement social écologiste qu'on retrouve dans beaucoup de formations socialistes européennes aujourd'hui. Et puis également une revendication très forte du féminisme. On sait que la question des féminicides, la question des violences de genre, comme on dit de l'autre côté des Pyrénées, est quelque chose d'assez central dans la vie politique. C'était au départ d'ailleurs un acquis culturel où il y avait un consensus social et politique qui a volé en éclats avec l'apparition de l'extrême droite de Vox qui nie l'existence de violences de genre. Pour eux, voilà, c'est pas les violences sont faites aux femmes parce que c'est de la violence, c'est pas parce que ce sont des femmes. Donc la revendication du féminisme est aussi une manière de se distancier clairement de l'extrême droite et même de la droite, parce que le Parti populaire marche un peu sur des œufs avec cette question. La place de Sanchez au sein du PSOE, elle est très étonnante parce que, en fait, ce congrès de 2021, ce 40e congrès, c'est vraiment le congrès inverse en miroir du congrès de 2017. C'est-à-dire qu'en 2017, Sanchez, il reprend le secrétariat général contre l'appareil du parti, avec les bases, et contre l'appareil. Et donc, il fait un congrès à sa mesure, où le projet politique est quasiment réécrit par lui. Il le conclut par un grand meeting où il est tout seul sur scène et il constitue sa direction tout seul, sans négocier avec les barons régionaux, ce qui est une rupture majeure avec l'histoire du parti depuis qu'il s'est reconstitué, et depuis les années 80 en réalité. Et là, pour ce congrès de 2021, Sanchez est seul maître à bord depuis 2017, il gouverne le pays depuis 2018, il a gagné 2 fois les élections en 2019, et donc il a fait un congrès au contraire extrêmement rassembleur, extrêmement unitaire, où il a retrouvé cette tradition d'aller négocier avec chaque dirigeant régional l'entrée de tel ou tel dans la direction, les fonctions de tel ou tel. Il a même promu le président de la région d'Estrémadure, Guillermo Fernández Vara, comme secrétaire chargé de la question des communautés autonomes. Et il faut savoir que Fernández Vara, c'est l'un des représentants de ce socialisme très espagnoliste, le socialisme rural en fait, ce socialisme qui est très attaché à la question de l'égalité entre les territoires, parce qu'ils sont des élus de régions qui sont plus pauvres et qui sont donc
beaucoup dépendante de l'investissement public et du service public pour garantir l'égalité entre les citoyens, contrairement à des régions très riches comme la Catalogne, le Pays Basque, la région de Madrid, etc. Pour terminer, la question du renouvellement des cadres territoriaux, elle est intéressante parce qu'il y a 2 renouvellements qui sont majeurs, qui montrent que Sanchez a quand même vraiment pris la main sur les appareils régionaux. Il faut savoir que les fédérations régionales du PSOE, le PSOE se structure en fédération régionale plus que provinciale, puisque l'État est régionalisé. Ce sont presque des partis autonomes en réalité. Ils ont leur propre congrès, leur propre courant interne, leur propre rapport de force. Et Sanchez a obtenu, entre guillemets, la tête de l'ancienne secrétaire générale de la Fédération d'Andalousie, Susana Díaz, qui était sa grande opposante historique quasiment depuis qu'il avait pris le PSOE en 2014. C'est elle qui l'avait fait chuter, qui l'avait fait virer du secrétaire général en 2016. Elle s'était présentée contre lui en 2017, elle avait perdu. Elle avait ensuite perdu en 2018 les élections régionales en Andalousie, ce qui a été un traumatisme pour les socialistes, puisqu'ils gouvernaient l'Andalousie depuis la fin du franquisme. Donc c'était vraiment le mot traumatisme est suffisamment éloquent là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Sanchez a forcé une primaire interne au parti, et c'est le maire de Séville, Juan Espadas, qui est plutôt un proche de Sanchez, qui a gagné cette primaire interne. Donc il a gagné au vote des militants. C'était déjà au cours de l'été, mais c'était une primaire pour les prochaines élections, mais évidemment, la secrétaire générale ayant été battue, dans un processus de pré-congrès, elle a démissionné et Juan Espadas est devenu le nouveau secrétaire général. Donc Sanchez a repris la main sur la Fédération d'Andalousie. Or, la Fédération d'Andalousie, c'est 25% des militants du parti. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est un peu une poule aux œufs d'or. Et maintenant, l'enjeu pour Juan Espadas, c'est évidemment de reprendre la présidence de la région d'Andalousie. Les sondages ne lui sont pas favorables, mais les campagnes sont ce qu'elles sont. Et donc on verra. Et l'autre chose, c'est en Catalogne. Alors, je le rappelle, je l'avais déjà rappelé, je crois, une fois, mais en Catalogne, le Parti socialiste n'est pas une fédération du parti, c'est un parti indépendant à part entière, mais qui a une convention, un accord de partenariat avec le PSOE. Et le PSC, de par cette indépendance, a toujours vraiment été totalement libre dans le choix de ses dirigeants, de ses stratégies, de ses messages, de ses campagnes, ce qui a parfois généré des frictions avec Madrid. Et donc là, Sanchez avait réussi à obtenir qu'aux dernières élections qui ont donc eu lieu en février 2021 en Catalogne, ce soit son ministre de la Santé, Salvador Illa, qui se présente. Et donc finalement, c'était Madrid qui avait imposé à Barcelone le candidat qui avait été ratifié à l'unanimité. C'est quelqu'un qui fait l'unanimité au sein du PSC, Salvador Illa. Et donc il prendra dans quelques jours la direction également du Parti socialiste catalan. Au-delà de ça, il y a eu des renouvellements, mais qui sont moins symboliques, que ce soit au Pays Basque, dans la petite région de La Rioja, voilà. Et surtout, après, les principaux barons territoriaux, que ce soit en Castille-La Manche, en Extrémadure, dans le Pays valencien, en communauté valencienne, pardon, ont été reconduits avec une certaine unanimité et unité autour d'eux. Donc, on a quand même un congrès qui a surtout marqué le retour de l'unité interne du PSOE, et Sanchez en a besoin parce que 2022, on aura des élections en Andalousie, et puis 2023, on enchaînera les municipales, les régionales et les élections législatives et sénatoriales en fin d'année. Et Sanchez a besoin d'avoir un parti uni, rassemblé, très fort derrière lui. Donc un parti qui soit fort sur ses acquis idéologiques, avec un vrai message politique à porter sur la question, voilà, des valeurs de la social-démocratie, de l'écologie et du féminisme, mais en même temps un parti rassemblé, uni derrière lui, où il n'y a pas de show-strap, où il ne risque pas demain de devoir se battre en inter ou prendre des coups. Tout le parti est désormais unifié derrière lui. Et pour faire cette unité, il a, entre guillemets, reculer un peu sur son personnalisme et sur sa présidentialisation du parti. Il joue plus un jeu collectif aujourd'hui qu'il ne le jouait en 2017-2018. Merci Antoine pour toute ta réponse très, très, très précise et très riche. Alors, au niveau national, donc Pedro Sanchez est chef du gouvernement. Alors, qu'en est-il du projet de loi de finances 2022 et des grandes réformes, réformes structurelles engagées et ou prévues? Alors, le projet de loi de finances pour 2022 a passé l'étape du Congrès, donc le Congrès, la chambre basse du Parlement. Il a été approuvé par 188 voix sur 350, c'est-à-dire la même majorité qu'il y a un an. C'est donc déjà la preuve que le gouvernement
faut savoir quand même que donc on le sait, hein, l'Espagne c'est un gouvernement de coalition, PSOE Podemos, et bien qu'il soit composé de deux partis, c'est le gouvernement l'un des plus minoritaires de l'histoire. Il ne compte que 155 députés, donc il lui manque en gros à chaque fois une vingtaine de voix pour atteindre la majorité absolue. Et donc là, il a été capable de récupérer plus de 30 voix avec donc les indépendantistes de gauche de la gauche républicaine de Catalogne, les nationalistes basques du PNV, les indépendantistes basques de Bildu, puis après je ne vais pas faire toute la liste de tous les petits partis divers et variés, des partis provinciaux, partis nationaux avec très peu de représentation, mais voilà, en tout cas il a réussi à consolider encore une fois sa majorité, alors parfois avec des négociations peut utiliser cette expression un peu de boutiquier, où il accorde, par exemple, il s'est mis d'accord avec les indépendantistes catalans pour que les plateformes de streaming soient obligées d'avoir du contenu en catalan et en échange, ils votent le projet. Ou alors, il accorde, je sais pas moi, 150 000 euros de plus à une ligne de train dans une province, et donc le parti local dit, bon, bah ok, ça nous va. Voilà. Il y a quand même il y a des côtés un peu, effectivement, un peu boutiquiers. Après, il y a aussi des accords un peu plus larges, par exemple avec le parti Mas País de Inigo Errejón, où il y a des financements pour des études sur la semaine de 4 jours, ou un plan de santé mentale en rapport avec la pandémie. Donc, il y a aussi des apports quand même. Ce projet de loi de finances, il était extrêmement important parce que c'est lui qui donne le cadre budgétaire pour déployer les fonds du plan de relance européen, et l'Espagne est le premier pays européen à avoir débloqué les fonds. Ils ont reçu 10 milliards d'euros de la Commission européenne, fonds qui sont orientés principalement, bien sûr, vers la transformation numérique de l'économie et vers la transition écologique, notamment des transports, hein, bien évidemment. Donc ce projet de loi aujourd'hui, il est passé, il est au Sénat, où il est en cours d'examen. Alors la petite particularité, c'est donc qu'il y a eu cet accord, j'en ai parlé il y a quelques instants, cet accord avec les indépendantistes catalans sur les 6% de Catalans dans les plateformes de streaming. Or, le ministère de l'économie n'est pas très très favorable à ce quota, puisque en fait, Sanchez un des objectifs du ministère de l'économie et du numérique, c'est de faire de l'Espagne une espèce d'Eldorado des plateformes de streaming en termes à la fois de tournage, de production, etc. Et donc, ce quota dans la loi sur l'audiovisuel qui vient d'être soumise au Conseil des ministres ne s'applique qu'aux plateformes qui sont domiciliées en Espagne. Donc, ça ne s'applique pas à Netflix, à HBO, à Disney+. Or, ce sont les plus grosses plateformes. Donc, les indépendantistes catalans ont dit, si ça ne s'applique pas à ces plateformes, on n'est pas sûr finalement de voter le projet de loi de finances. Alors qu'ils ont obtenu par ailleurs des avancées dans le projet de loi de finances sur des demandes qu'ils avaient. Donc le projet, la négociation est toujours en cours, mais le projet de loi de finances est globalement bien engagé, et si tout va bien, il devrait être adopté d'ici au 31 décembre, et donc entrer en vigueur au 1er janvier, comme le budget précédent. Et en fait, il faut savoir que le budget qui était donc là, ce serait la deuxième fois donc, que le budget entre en vigueur au 1er janvier, depuis globalement 2015. En fait, depuis 2015, entre 2015 et 2019, le budget, soit c'était le budget de l'année d'avant qu'on conservait, soit il entrait en vigueur au milieu d'année parce que les négociations étaient longues et complexes. Et ce budget, il montre aussi vraiment la capacité du gouvernement à aller mener des négociations. Il fait voter un nombre de lois alors qu'il est obligé d'aller chercher jusqu'à 10 ou 11 partis politiques différents, un nombre de lois sur des sujets extrêmement importants. Et donc, tu me parlais des réformes structurelles. Là, par exemple, la première partie de la réforme des retraites a été votée avec 176 voix, donc majorité absolue tout juste. Et c'est une réforme qui n'est pas neutre, puisqu'elle oblige désormais à revaloriser les pensions de retraite au niveau de l'inflation, alors qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de règle automatique de revalorisation. Et en plus, elle intègre un accord qui a été passé avec les syndicats et que le patronat n'a pas signé, sur une augmentation des cotisations sociales retraite pour re-remplir ce qu'on appelle en Espagne le panier des retraites. C'est en fait l'équivalent du fonds de réserve des retraites qu'on a en France. Et donc, ce fonds, en fait, a été totalement vidé à l'époque du passage de Mariano Rajoy au pouvoir. En fait, Rajoy tout simplement n'a pas cherché à remplir ce fonds de réserve des retraites. Or, la génération des baby-boomers va bientôt partir à la retraite, et le pays pourrait avoir un déficit de son système de retraite. Donc voilà, par exemple, ça, c'est une réforme structurelle qui vient d'être votée. Et la prochaine grosse réforme, c'est la réforme du droit du travail. Il faut savoir que Rajoy, en 2012, avait fait une loi travail un peu équivalente à celles qui ont été faites par Myriam El Khomri et puis par Muriel Pénicaud. Donc, on a notamment dans laquelle on a donc la prévalence de la convention collective d'entreprise sur la convention collective de branche, où on a
un barème pour les licenciements abusifs. Et donc là, l'idée, c'est de revenir sur ces réformes-là. Et donc, c'est Yolanda Díaz, la ministre du Travail, qui est communiste en plus, qui mène ces négociations-là. Et en fait, elle a un très bon rapport avec les partenaires sociaux, et notamment le patronat, parce que c'est elle qui, depuis le début de la pandémie, négocie les accords sociaux qui rendent possible le chômage partiel. Et elle a signé, je ne sais plus, 6 ou 7 accords avec les syndicats et le patronat sur le chômage partiel. L'engagement de Sanchez et de Diaz, c'est que la réforme soit publiée au journal officiel avant la fin de l'année. Donc il ne reste plus beaucoup de temps. Et hier encore, là on est début décembre, hier encore, Yolanda Diaz a dit c'est prêt pour. Enfin, on commence à voir le bout et ce sera prêt pour la fin de l'année, avec notamment pour objectif, il y aura surtout donc toujours le débat sur la prévalence des conventions collectives, et puis aussi réduire surtout le nombre de contrats à durée déterminée, de contrats d'intérim en fait, hein, qui est vraiment l'une des plaies du système politique, du système de travail espagnol, où l'immense majorité des salariés est en fait sous ce type de contrat. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Donc un budget qui sera sans doute voté dans les prochains jours, enfin avant la fin de l'année, et des réformes structurelles qui sont en cours de la part des gouvernements de gauche, avec une partie radicale, de gauche plus radicale, et en même temps des réformes qui ont reçu, pour le moment en tout cas, le satisfecit de la Commission européenne. La Commission européenne n'est pas dans les mêmes positions qu'il y a 10 ans, où il fallait absolument réformer les retraites pour rendre les gens, pour retarder, etc., etc. Si Antoine, tu évoquais le gouvernement de gauche qui fait une politique marquée à gauche et de la gauche radicale, et tu évoques aussi Yolanda Díaz. Du coup, peux-tu nous parler un peu de sa tentative, sa démarche politique de reconfigurer, recomposer la gauche radicale espagnole? Oui. Donc, pour rappel, quand Pablo Iglesias, fondateur de Podemos, a quitté le gouvernement il y a maintenant presque 9 mois, il avait décidé que Yolanda Díaz serait la chef de file de la partie Unidas Podemos au gouvernement. Et elle a accepté de relever ce défi, et donc elle a décidé de structurer un espace politique qu'elle appelle le Front Large. En espagnol, ça se dit Frente Amplio. Alors c'est une référence symbolique, parce que notamment dans certains pays d'Amérique du Sud, le Front Large, hein, ce sont des coalitions de gauche extrêmement larges qui souvent vont même d'ailleurs du centre jusqu'à la gauche. Et donc elle a commencé à faire ce travail-là. Alors il y a eu une prise de parole assez récente où quelqu'un lui demandait, voilà, comment comptez-vous justement poursuivre ce travail de structuration de la gauche du PSOE. Elle a répondu, mais je ne suis pas à la gauche du PSOE, je laisse au PSOE cette analyse. Et elle cherche vraiment, en fait, elle est plus sur le discours qu'avait Íñigo Errejón à la fondation de Podemos, c'est-à-dire, c'est pas gauche-droite, c'est plus élite contre peuple, et chercher un moment la transversalité politique. Alors évidemment, ça fait grincer des dents chez une partie de la gauche militante et radicale, parce que la revendication de la gauche, c'est quelque chose qui est aujourd'hui rentré dans l'imaginaire de Podemos, mais ce n'était pas le cas au départ. Et donc elle cherche surtout à rassembler, c'est une famille qui est aujourd'hui extrêmement éclatée, puisqu'il y a Podemos, il y a la gauche unie formée autour du Parti communiste, il y a Más País, d'Íñigo Errejón, et puis après il y a plein de partis régionaux, je pense à Compromís dans la communauté valencienne, le bloc nationaliste galicien en Galice, comme son nom l'indique, bien évidemment. Voilà, donc tous ces petits Mas Madrid, qui est l'émanation de Más País à Madrid, ces partis qui sont à la fois régionalistes, qui se revendiquent féministes, écosocialistes, progressistes, voilà, de gauche un peu libérale intellectuellement, on va dire ça. Donc elle, ce qu'elle souhaite, c'est d'abord essayer de réunifier tout cet espace pour qu'il n'y ait pas de voix perdue, pour qu'il n'y ait pas de dissonance, etc. Et ensuite, elle va essayer d'aller chercher des intellectuels, des entrepreneurs, enfin des sans étiquette, progressistes, écosocialistes, féministes, qui pourraient rejoindre ensuite ce projet politique. Mais si ce projet se met en place, Podemos a une crainte forte, c'est d'être marginalisé, puisque plus on rassemble d'acteurs, plus le gâteau, plus le nombre de parts est important, et donc la part de Podemos se réduirait. Donc il y a quand même chez Podemos, qui s'est aussi restructuré, et c'est la ministre des droits sociaux, Ione Belarra, qui dirige le parti désormais à la place de Pablo Iglesias,
Il y a quand même une envie de Podemos, un peu que Yolanda Díaz s'occupe un peu d'abord de Podemos, dont elle n'est pas membre d'ailleurs, faut quand même pas l'oublier, et ensuite qu'elle s'occupe de structurer. Ce qui a fait peur à Podemos, c'est qu'il y a eu au mois de novembre une réunion à Valence, alors qui s'appelait Otras Políticas en espagnol. Alors il y a un jeu de mots parce que ça fait d'autres politiques au sens de politique, idées politiques, etc. Et c'est aussi d'autres politiques au sens de personnes. Et ce n'était que des femmes, d'où le politicas. J'explique le jeu de mots parce qu'en français c'est difficilement traduisible. Et donc il y avait que des femmes. Il y avait la maire de Barcelone, il y avait la vice-présidente de la région de Valence, il y avait les responsables de Mas Madrid du bloc nationaliste galicien, et puis la vice-présidente du gouvernement de la petite ville autonome de Ceuta. Et donc voilà. Et donc dans ces six, donc il y avait 6 personnes dans cette réunion publique, et il n'y avait personne de Podemos. Et c'était une volonté de Yolanda Díaz de l'inviter, personne de Podemos. L'étiquette Podemos n'est pas forcément porteuse, et donc l'idée de restructurer, de constituer ce front large, c'est aussi de diluer ce sigle qui en 2014-2015 était vraiment porteur du renouveau de la vie politique, qui aujourd'hui est quand même associé à un parti qui a beaucoup reculé, qui a beaucoup erré idéologiquement avant de se positionner comme une force de gauche supplétive du PSOE. Et donc aujourd'hui elle est dans cette stratégie-là, mais c'est une stratégie au long cours. Et d'ailleurs, le premier banc d'essai, ce sera les élections régionales en Andalousie en 2022. Et pour le moment, l'espace qu'elle vise est divisé en 3. Voilà. Donc l'alliance ne se fait pas naturellement, et ce sera loin d'être évident. Merci Antoine pour rester sur une analyse de l'échiquier politique espagnol, mais allons de l'autre côté, parlons du PP, du Parti populaire, qui semble vivre quelques dissensions internes. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Oui, absolument. C'est vrai que le Parti populaire n'est pas au mieux de sa forme, et quand on est un observateur de la vie politique espagnole, c'est toujours quelque chose de surprenant. Je rappelle que le Parti populaire, sa base de fondation, c'est Alliance populaire. Alliance populaire, c'est le parti des anciens franquistes qui n'ont pas rejoint Adolfo Suarez en 77. Donc c'est un parti, alors c'est pas un parti franquiste, je ne veux surtout pas dire ça, mais c'est un parti qui a du coup une structure très verticale avec une forme de culture du chef. Le chef décide et les échelons après appliquent, et c'est un parti où les dissensions internes, s'il y en a, restent vraiment très très en interne, et en extérieur il y a une espèce de bloc monolithique, ça ne bouge pas. Il y avait eu une première alerte en 2008, je le dis parce qu'en fait je lis récemment des analyses qui disent on a l'impression que le PP est revenu en 2008. En fait en 2008 le PP perd les élections avec Mariano Rajoy face à Zapatero, et il y a une espèce de courant interne menée par Esperanza Aguirre, qui était à l'époque la présidente de la région de Madrid, qui est une ultralibérale et qui le revendique complètement, comme Isabel Díaz Ayuso d'ailleurs, qui préside aujourd'hui la région de Madrid. Et elle se disait, voilà, Rajoy, il est trop mou, il est trop techno, il est trop conservateur plan-plan, bon teint de province. Rajoy, c'est un Galicien taiseux, voilà. Donc il faut une vraie revendication du libéralisme, du conservatisme, du centralisme aussi, enfin de l'anti-indépendantisme et de l'antinationalisme. Donc voilà. Bon, ça n'avait pas été plus loin. Elle avait essayé de construire quelque chose, mais l'appareil du parti populaire est ce qu'il est. Il est monolithique, il est derrière le chef. Et donc là, Pablo Casado se retrouve un peu dans la même situation, encore une fois avec la présidente de la région de Madrid, avec Isabel Díaz Ayuso. C'est-à-dire que, donc, on se rappelle, on en avait parlé ensemble il y a quelques mois, en mai 2021, elle a gagné les élections régionales à Madrid sans majorité absolue, mais avec un score exceptionnel, avec une campagne qui l'a propulsée à la une des médias d'Europe également, parce que voilà, elle a fait une campagne la liberté ou le communisme, enfin c'était quelque chose de complètement délirant, mais il n'empêche qu'aujourd'hui c'est la valeur montante du parti populaire. Et en fait, la fédération du Parti populaire dans la région de Madrid est dirigée depuis 3 ans par une direction intérimaire pour des raisons qui ne sont pas intéressantes. Et Isabel Díaz Ayuso dit, voilà, je préside le gouvernement régional, tous les autres présidents de gouvernement régional qui sont issus du PP président leur fédération territoriale. Donc je veux faire pareil. Et Casado ne veut pas qu'elle préside le PP de Madrid parce que ça lui donnerait en fait un contrôle complet sur la fédération la plus riche, qui aujourd'hui dirige un gouvernement majeur, central. Donc ça lui, en fait, elle serait une opposante interne. Elle pourrait jouer un rôle d'opposante interne. Donc il essaye de temporiser là-dessus,
de faire non, ça ne m'intéresse pas, il faut trouver une troisième voie. De toute façon, l'important, c'est pas l'interne, c'est nous opposer à Sanchez. Et Isabel Díaz Ayuso, par exemple, a fait savoir par son entourage que sur WhatsApp, elle a bloqué le secrétaire général du parti, le bras droit de Casado. Ils ne se parlent plus. Et donc, il y a vraiment, et évidemment, les entourages respectifs font sortir des choses dans la presse. Donc, ça donne une image un peu brouillonne d'un parti en plus. Il n'y a pas d'opposition idéologique frontale entre les deux. Donc, ça donne vraiment l'impression que ces deux personnes qui, pourtant, ils se connaissent depuis des années, ils revendiquent d'être des amis de 20 ans. Hein. Ça nous rappelle quelque chose si on se rappelle de la vieille politique française. Donc, il y a cette espèce de bisbille. Et alors que déjà, il y a donc cette tension qui affleure et qui donne une image un peu mauvaise de l'ambiance, l'ancienne présidente du groupe parlementaire du Parti populaire, Cayetana Álvarez de Toledo, a sorti un livre qui est complètement lunaire, où elle sort tous les reproches qu'elle peut avoir à Casado, qui l'a pourtant ramené dans la vie politique, qui en avait fait la présidente du groupe parlementaire. Alors c'est une personnalité extrêmement conservatrice, assez radicale dans ses positions et qui peut être très virulente dans sa manière de s'exprimer. Et là, ça tombe sur Pablo Casado. Et donc, on a un peu cette image d'un parti qui avait vraiment l'habitude d'être une structure hyper monolithique, qui en plus, faut pas oublier, hein, au début des années 90 et jusqu'en 2015, le Parti populaire, on va des anciens franquistes et de la droite catholique intégriste de l'Opus Dei jusqu'aux sociaux-libéraux. C'était vraiment, c'est-à-dire que le Parti populaire, c'était à droite du PSOE, il n'y a rien d'autre que le Parti populaire. Et pourtant, c'était une machine qui était comme un seul bloc. Aujourd'hui, Ciudadanos étant quasiment mort, on peut dire que le PP a repris les libéraux. Il reste encore Vox et il y a aussi, en fait, toutes les oppositions internes sont aussi liées au fait comment traiter avec Vox. Est-ce qu'il faut s'allier avec eux? Est-ce qu'il faut les manger? Si on les mange, comment on les mange? Et comment on les mange sans s'aliéner les libéraux et les sociolibéraux qui seraient bien tentés peut-être de repartir chez Ciudadanos ou au PSOE. Donc il y a aussi quand même un flou stratégique très, très important qui fait que, voilà, entre ce flou stratégique et ces désaccords de personnes, le Parti populaire est un peu en tension, et ça se ressent puisque il est toujours en tête dans les sondages, hein, ça fait plusieurs fois qu'on en parle et à chaque fois le PP est en tête dans les sondages, mais sa dynamique commence, ça y est, à s'enrayer parce qu'il y a un peu une impression dans l'électorat que ce parti qui se revendique comme la meilleure alternative à Sanchez, peut-être, mais en attendant, ils ne sont même pas fichus de se mettre d'accord sur une présidente de fédération. Donc il y a quand même un manque de sérieux et de crédibilité dans le discours. Alors, quittons un peu l'analyse de la scène politique pour parler du phénomène d'exode rural que connaît l'Espagne. Je voudrais t'interroger sur ce phénomène et sur ses conséquences politiques. Oui, alors effectivement. Alors en Espagne, ils ont deux termes pour appliquer ça. Ils ont ce qui s'appelle la despoblación, donc le dépeuplement, ou plus politiquement correct ou plus administrativement, el reto demográfico, le défi démographique. En fait, il y a deux chiffres qui illustrent cet exode rural. 70% de la population vit sur 30% du territoire et les 30% restants vivent sur les 70% restants. Et c'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, on a Madrid, bien évidemment, Barcelone, Valence, en gros, les grands pôles urbains, industriels, économiques, très connectés, qui aspirent la population. Et on a des campagnes en Extrémadure, en Castille-Léon, en Castille-La Manche, même en Andalousie, qui se vident de leur population, avec des villages qui il y a des villages qui, dans 15-20 ans, n'existeront plus, tout simplement. Avec du coup, puisqu'ils se vident, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de services publics. Il y a des gens qui ont dit, pendant le confinement, les premiers confinements, ils sont retournés, par exemple, sur leur maison de campagne, dans la Rioja, ils disaient, en fait, j'avais à peine la DSL. Enfin, on en est quand même dans des endroits qui sont abandonnés par la puissance publique, parce que l'investissement majeur, les gros investissements de l'État, ce sont des autoroutes et des lignes de TGV. Donc, on ne fait pas passer des autoroutes et des lignes de TGV en plein désert. Il faut qu'il y ait suffisamment de monde dessus pour que ce soit rentable. Donc, on a aujourd'hui un territoire qui est en train de se vider. Et je le dis de cette manière parce que quand on lit les témoignages, c'est vraiment un drame pour les villages, mais aussi pour les régions, parce que du coup, on a des régions qui sont en train de perdre de la force de travail, qui sont en train de perdre du dynamisme économique,
et qui sont en train vraiment de dépérir, de péricliter. Et il s'est passé quelque chose aux élections de 2019. C'était un fait politique qui n'a pas été beaucoup relevé, y compris en Espagne, un peu, mais voilà. Il y a une province qui s'appelle la province de Teruel, qui est au sud de Saragosse, pas entre Madrid et Saragosse, mais en gros entre Madrid et Saragosse, on va dire ça. C'est une petite province rurale. Et au début des années 2000, il y avait une association qui s'était créée qui s'appelle, en espagnol ça se dit pareil, Teruel existe. Voilà. C'était pour essayer de défendre les droits et puis surtout faire en sorte qu'il y ait de l'investissement, qu'il y ait des infrastructures qui viennent dans cette province. Et aux élections de 2019, cette association s'est dit on va se transformer en parti politique et on va aller aux élections. Ils ont obtenu un député sur 3 et 2 sénateurs sur 4, ce qui est déjà une performance électorale non négligeable. Et il faut savoir que le député Tomás Guitarte, c'est lui qui fait qu'en 2020, Sánchez a l'investiture du Congrès, puisque Sánchez a l'investiture par 167 voix contre 165. Et si Tomás Guitarte avait voté contre ou abstention, Sánchez était à égalité, il n'était pas investi. Donc, quand on est tout seul, mais qu'on pèse finalement la stabilité du gouvernement, il est allé négocier et il a obtenu des investissements, la création d'un secrétariat d'État dédié à la question du défi démographique, etc. Et du coup, à chaque projet de loi de finances, pareil, il arrive avec des amendements, et là, on est vraiment sur le localisme pur, c'est-à-dire 150 000 euros pour rénover une route, 250 000 euros pour un centre de recherche, etc. Et le gouvernement, alors, avec 188 voix pour son budget, la voix de Tomás Guitarte, elle pèse moins, mais il y a une forme de reconnaissance aussi d'avoir permis l'investiture, et donc, il obtient généralement ces avancées-là. Et dans plusieurs provinces, il existe des associations de ce type qui veulent mettre en avant les difficultés de l'Espagne, ce qu'on appelle la España vaciada, l'Espagne vidée, donc ces fameux 70% de territoire. Et le succès politique et institutionnel de Teruel existe fait dire à ces structures, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas créer soit un parti politique national, soit une marque politique, et se présenter aux prochaines élections. Et il faut avoir une chose en tête, c'est qu'en Espagne, le mode de scrutin est provincial. La province, c'est l'équivalent du département en France. Et donc, il suffit d'avoir 3% des voix dans une province pour avoir des députés. Alors, on parle comme ce sont des provinces qui sont vides, le nombre de députés est très restreint. Mais comme chaque province doit avoir au moins 2 députés, les provinces les moins peuplées ont une forme de surreprésentation dans le Congrès. Et depuis quasiment toujours, c'est le PP et le PSOE qui se partagent ces petites provinces vides. Et en fait, la compétition, elle se fait dans les grosses provinces très urbanisées, style Madrid, Barcelone, Séville, Valence, etc. Et là, il y a eu un sondage. L'Espagne vidée, elle pourrait obtenir 1,5% des voix au niveau national. Mais ça ferait presque 20 députés, en réalité. Or, à 20 députés sur 350, c'est eux qui sont les maîtres de la gouvernabilité du pays. Donc le Parti socialiste s'en inquiète, donc on sent bien qu'il y a une volonté du PSOE d'essayer de mettre en place des stratégies. Le Parti populaire, eux, ont une stratégie différente, ils disent, regardez, le seul aujourd'hui représentant de l'Espagne vide, Tomás Guitarte de Teruel existe, il soutient le PSOE. Donc en fait, ce ne sont pas des défenseurs des provinces rurales, ce sont des partis de gauche, c'est la gauche qui se déguise sous le nom, et donc si vous votez pour eux, vous votez pour Sánchez. En gros, voilà. Mais ce n'est pas du tout apporter une réponse aux problématiques aujourd'hui. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette problématique est connue, et je lisais encore ce matin qu'il y a une ligne de train régionale qui ferme, parce qu'elle n'est plus assez rentable et parce que Renfe, qui est l'équivalent de la SNCF, met tout son argent dans le TGV. Or, le TGV, encore une fois, il ne va pas partout. Et donc, il y a désormais, le PSOE a adopté une motion lors de son congrès, une idée qui est défendue par le président de la région de Valence, qui est de dire, décentralisons les institutions. Enfin, non, délocalisons. Parce que décentraliser, non, mais délocalisons les institutions. Et donc, par exemple, le gouvernement, désormais, a décidé que tout organisme national, nouvelle institution, etc., qui serait créée, ne serait pas installée à Madrid. Elle sera installée dans une autre capitale de province, ailleurs, etc., pour essayer d'encourager l'investissement privé, l'investissement public à revenir dans ces territoires-là, avec par exemple une très belle réussite dans la ville de Léon, où est installé le Centre national de cybersécurité, et ça a fait installer des fonctionnaires, ça a fait du coup installer un écosystème du numérique dans cette commune qui avant n'était pas du tout spécialisée là-dedans. Et voilà, donc l'idée, c'est éventuellement
avec la puissance publique, d'aller ramener un peu d'emplois et d'activités administratives tertiaires et donc derrière de l'activité économique. Mais c'est aujourd'hui un défi, et c'est un défi qui, bien sûr, n'est pas récent, mais qui peut avoir en tout cas des conséquences. Jusqu'à présent, il n'avait pas de conséquences, il avait des conséquences économiques et démographiques. Demain, il pourrait avoir des conséquences politiques et électorales non négligeables sur les deux grands partis. Très intéressant, merci Antoine. Dernière question, puis il y aura une toute petite, mais rapide sur la situation sanitaire. Mais donc pour rester sur la question des régions incontournables, où en sommes-nous en Catalogne? Ah oui, Feuilleton effectivement, catalan. incontournable. La Catalogne donc a un gouvernement depuis maintenant depuis 6 mois à peu près, hein, en fait, il s'est passé quelque chose il y a quelques semaines, un fait politique encore une fois assez important. Il y a beaucoup de faits politiques assez importants ces derniers temps. La Catalogne est comme toutes les régions espagnoles en période budgétaire également, hein, vote sa loi de finances. Et donc, il y a une majorité normalement indépendantiste au Parlement, avec la gauche républicaine, Ensemble pour la Catalogne, le parti de Carles Puigdemont, et la CUP, qui est le parti d'extrême gauche, on peut vraiment le dire comme ça, de gauche vraiment extrême, hein, c'est pas une critique, hein, c'est un constat vraiment voilà, idéologiquement, et qui est le parti un peu rupturiste, qui lui a envie de dire, voilà, mais si on veut être indépendant, on déclare l'indépendance demain, et puis on le fait. Bon, ils l'ont fait il y a 4 ans, ça n'a pas fonctionné, mais ils ont envie de continuer sur cette logique-là. Le gouvernement comprend uniquement la gauche républicaine et Ensemble pour la Catalogne. Il vote donc, il présente le projet de loi de finances, il négocie avec la CUP, et la CUP dit à un moment, non, nous, ce projet de loi ne nous convient pas, donc on soumettra au Parlement une motion de rejet. Et donc là, Ensemble pour la Catalogne dit, non, on ne peut pas avoir de rupture du bloc indépendantiste, donc il faut continuer à négocier. Et la gauche républicaine, notamment le président de la région, Pere Aragonès, dit à un moment, ça va, j'ai fait des concessions importantes, ça n'a pas suffi, je vais aller voir ailleurs. Donc il est allé négocier avec Podemos, avec En Comú Podem, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est la version catalane de Podemos. En fait, c'est Podemos plus la maire de Barcelone. Je simplifie, mais c'est l'idée. Et il est allé négocier avec eux et il a obtenu leur soutien. Ce qui fait que le bloc indépendantiste au Parlement catalan s'est rompu. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que depuis 2017, ils préféraient ne pas voter plutôt que de voter les uns contre les autres. Et c'est d'ailleurs au sein d'Ensemble pour la Catalogne, ça tire beaucoup parce que Ensemble pour la Catalogne, en fait, c'est les héritiers de la Convergence démocratique, le grand parti nationaliste historique fondé par Jordi Pujol à la fin du franquisme, etc. Et de l'autre côté, toute une partie de militants plus récents qui sont arrivés au militantisme par l'engagement derrière Carles Puigdemont. Et donc, Convergence démocratique, il y a quand même un côté un peu, on a gouverné la région pendant plus de 20 ans, il y a un côté responsable. Et donc, avant tout, on doit voter un budget, on doit avoir des moyens, parce que, encore une fois, qui dit budget dit fonds européens. Hein, on est toujours sur cette logique financière. Et il y a une autre aile, qui est l'aile indépendantiste, puigdemontiste, on va dire ça, qui dit, bah, mais non, l'important, c'est l'unité du camp indépendantiste. Donc, il y a ces tensions à l'interne. Mais en tout cas, le camp indépendantiste, aujourd'hui, sur ce fait-là, sur d'autres faits, c'est pas le cas, mais sur le fait budgétaire, c'est rompu. Et donc, symboliquement, ça envoie aussi un message. C'est qu'aux élections de février 2021, les indépendantistes avaient obtenu 52% des voix. C'était la première fois qu'il y a une élection parlementaire, ils obtenaient plus de la majorité absolue. Et donc, ils avaient un peu cette tendance à dire, nous représentons la majorité des Catalans qui veulent l'indépendance, et donc on sera obligé de faire l'indépendance, puisque 52% des Catalans veulent l'indépendance. Or, cette rupture du bloc indépendantiste montre finalement que cette majorité à 52%, elle est artificielle, elle existe arithmétiquement, mais elle n'existe pas idéologiquement ou parlementairement. Et donc, ça envoie aussi un message finalement de tension, et que l'objectif de l'indépendance est peut-être en fait moins proche que ce que certains espéreraient. Et ce qu'on voit, c'est que la gauche républicaine de Catalogne est en train d'adopter ce qu'on va appeler une position péneviste. Alors péneviste en référence au PNV, le Parti nationaliste basque. En fait, l'idée du Parti nationaliste basque depuis des années, c'est de dire décentraliser, 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 obtenir le plus de compétences possible, jusqu'à ce qu'un jour, une grande majorité des Basques se disent, vu tout ce qu'on gère de nous-mêmes,
autant demander l'indépendance et qu'elle vienne naturellement. Et en fait, la gauche républicaine de Catalogne a compris que les Catalans sont trop divisés sur la question de l'indépendance et que c'est ça la stratégie, c'est de générer une très forte majorité sociale, là où une partie d'Ensemble pour la Catalogne et la CUP sont dans une idée de rupture avec l'État. Et voilà, aujourd'hui, la situation catalane. Alors, le gouvernement ne s'est pas rompu, le gouvernement n'est pas tombé, mais le camp indépendantiste aujourd'hui est fracturé comme il ne l'avait pas été depuis de très nombreuses années. Merci Antoine. Dernière petite question pour quand même avoir un peu un point sur la situation sanitaire en Espagne. Alors la situation sanitaire, le taux d'incidence est remonté très fortement. L'Espagne prend, alors j'ai plus le compte des vagues en Espagne, donc je prends une vague, on va dire, comme nous. Je sais plus si c'est la 4e ou la 5e, mais clairement ils sont dedans. La campagne de vaccination, on en avait parlé la dernière fois, a été un vrai succès, notamment les personnes fragiles étaient vaccinées à 100% ou presque 99%. Donc aujourd'hui, la 3e dose est en cours pour les personnes fragiles. Je ne sais plus si elle est déjà activée en population générale. J'ai un doute parce qu'il y a eu des décisions récentes et je les ai plus en tête, donc je ne veux pas te dire de bêtises, je m'en voudrais. En revanche, l'équivalent de la Haute Autorité de Santé a recommandé aujourd'hui la vaccination des 5-11 ans de tous les enfants et non pas uniquement comme en France, par exemple, des enfants dits à risque. Donc la vaccination pour les enfants devrait commencer d'ici le 15 décembre en Espagne. Les hôpitaux ne sont plus dans la situation de tension dans laquelle ils étaient aux vagues précédentes parce que la population est très vaccinée. Mais clairement, on a une forte hausse de l'incidence et donc on a de plus en plus de régions, puisque la politique sanitaire est régionalisée, qui sont en train de mettre en place ce qu'on appelle un passeport Covid, donc l'équivalent d'un pass sanitaire. Alors, pas dans tous les mêmes endroits. Dans certaines régions, ça va être pour aller en discothèque. Dans d'autres, c'est pour aller dans la discothèque, au ciné, au resto. D'autres, c'est que pour aller au resto. Donc voilà. Et en plus, à chaque fois qu'elles prennent cette décision, c'est à la cour d'appel régionale de décider si c'est conforme ou pas au droit. Donc il y a certaines cours d'appel qui ont validé, d'autres non. La Cour suprême a du coup pris une jurisprudence uniforme en disant oui, c'est bon, on peut prendre un pass sanitaire, mais il faut que ce soit temporaire, proportionné, etc. Enfin, il y a des règles à respecter. Donc le pass sanitaire est en train d'arriver aussi en Espagne, mais il n'est pas au même niveau que le nôtre, puisqu'encore une fois, c'est régionalisé et toutes les régions ne le mettent pas en place de toute façon. Mais en tout cas, l'Espagne a vraiment vécu un traumatisme sur la première vague, qui a vraiment été avec un confinement extrêmement sévère et derrière une mortalité très très élevée. On est loin de ces chiffres-là aujourd'hui, de ce traumatisme-là, mais clairement, il y a une vague aujourd'hui en Espagne qui arrive. Écoute Antoine, un grand merci pour toutes tes analyses. Merci à toi Alexandre. Chaque fois riche d'enseignements et de qualité, de précision. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine, je pense, pour faire un bilan de la situation en Espagne. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.